Bonjour, nous sommes toujours jeudi 20 décembre. Je tourne cette vidéo dans la continuité. Vous l'aurez donc, vous l'avez, parce que je suis jeudi 20, mais vous allez la voir le samedi 29. Et, en fait, je ne sais, enfin si, je sais pourquoi. J'avais envie de vous parler de la solitude. Je ne sais pas ce que je vais vous raconter, mais j'avais envie de parler de la solitude. La solitude, c'est la chose que nous craignons le plus à l'heure actuelle sur cette terre. C'est une affirmation bien audacieuse. Oui, mais quand je regarde, quand j'écoute les gens, ce qu'ils me disent, il me semble, à ce que j'ai entendu, que la pire crainte des gens, c'est de finir seul et sans amour. La solitude fait peur. La solitude fait souffrir. C'est quoi la solitude? C'est quand je suis seule, me répond-on. D'accord. À combien de mètres commence la solitude? Être seul, ça veut dire quoi? Il n'y a personne avec moi. Ok, à combien de mètres ça commence? Ma question a l'air idiote. Mais comment je peux me sentir seule alors qu'il y a 7 milliards d'individus sur Terre? Comment je peux me sentir seule alors qu'il y a des voisins au-dessus? Que je vais dans la rue, qu'il y a des gens qui me croisent, qui me touchent? C'est quoi la solitude? Peut-on la montrer, la toucher? Non. La solitude, c'est comme d'habitude, comme tout concept qui fait souffrir, c'est mental. La solitude est une étiquette mentale que l'on porte sur quelque chose, la réalité, et à laquelle est attachée une valeur positive ou négative. Dans ce cas-ci, c'est une valeur négative qui génère de la souffrance. Pourquoi ça génère de la souffrance? Parce que la solitude, c'est la loose. La solitude, c'est la loose. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on réfléchit à qu'est-ce que c'est quelqu'un de bien, ce que l'on cherche à être par notre éducation dans la vie, je veux être quelqu'un de bien, on ne se dit pas je vais être quelqu'un de mauvais. Mon objectif c'est d'être un mauvais dans la vie, on se dit je veux être quelqu'un de bien, d'aimer, de respecter. Tiens. Eh bien, quelqu'un de bien, il a forcément des amis autour de lui. Quelqu'un qui n'a pas d'amis, qui est seul, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose de mal ou qui est mauvais. Pourquoi? Parce que dans notre conditionnement éducatif, être quelqu'un de bien est associé à recevoir de l'amour. Plus je suis quelqu'un de bien, plus je crois que je vais recevoir de l'amour. Donc, être entouré, par analogie, ou plutôt par opposition. Donc, quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un qui n'est pas entouré et qui ne reçoit pas d'amour. La solitude, c'est donc associé au fait d'être un perdant, d'être quelqu'un qui n'a pas fait ce qu'il fallait, qui a fait quelque chose de mal. Autrement dit, si j'ai fait quelque chose de mal, la solitude est perçue comme une sanction, comme une punition. Ce qui est extraordinaire, parce que il y a quand même de nombreux ermites qui cherchent cette solitude pour se construire à partir de cette solitude. Regardez comme il est enrichissant et surtout ressourçant d'aller seul se promener dans la nature. C'est reconnectant en réalité la solitude. Qu'est-ce qui nous fait peur dans la solitude? Et pourquoi c'est un tel problème? La solitude. J'essaie de me mettre à un endroit où il n'y a pas trop de blanc autour, parce que déjà que je suis blanche avec la lumière. Ça c'est mon côté artistique, que voulez-vous. Je me ressaisis. Le problème de la solitude, en fait, c'est pas ça le problème. C'est qu'il y a une confusion.
il y a une confusion entre vivre seul et se sentir seul. Et là, c'est très important. Je peux être dans une famille nombreuse et me sentir seule. Je peux être entourée de gens et me sentir seule. Comme je peux être seule dans un espace, comme je le suis là dans ma maison, sans voisins, à moins de 150 mètres. J'ai une bulle de 150 mètres de solitude et je ne me sens pas seule du tout. D'où vient la différence entre le sentiment et la réalité d'être entouré ou pas par des présences humaines? Ce sentiment de solitude, qui en fait est très propre à notre société, vient de la déconnexion d'avec notre être intérieur. Déconnexion qui commence dès l'enfance par l'éducation qu'on reçoit. Papa et maman savent mieux qu'un enfant. Je vais simplifier parce que ce sujet-là prendrait quand même un certain temps. Et je vais l'aborder un de ces jours. Ça fait longtemps que je promets que je vais parler de l'éducation, mais c'est un gros morceau. Et je voulais lancer, voilà, je crois, il va y avoir une conférence à la rentrée ou un stage, je ne sais plus. Je crois que c'est une conférence sur la parentalité, non pas la parentalité, sur l'éducation bienveillante. Mais évidemment que ça parle de parentalité et d'éducation reçue. Voilà, je vais pouvoir développer vraiment les choses là-dedans. Mais j'en parlerai probablement un petit peu en vidéo, j'aborderai vraiment le sujet. Je reviens à ce que je disais. L'éducation commence par papa et maman savent mieux que toi, mon enfant. Nous, on est des grands. Toi, tu es un petit. La première chose que font les parents, en toute bonne conscience, je l'ai fait à ma fille, mes parents l'ont fait, ça se transmet, c'est normal, c'est notre endoctrinement, c'est inconscient, on ne peut pas faire autrement. Qu'est-ce qu'on se transmet par là? La première chose à l'enfant, c'est sa valeur petit est là, moi valeur de grande, je suis là. Donc mon enfant m'est inférieur. Et là, c'est important de préciser pour moi qu'il n'est pas inférieur, il est différent, il a un stade différent. Est-ce qu'il vaut moins que moi parce qu'il est plus petit? Ça n'a pas de sens. Parce qu'il est blond, parce qu'il est roux, il vaut moins que moi. Parce qu'il a 4 ans et que moi j'en ai 50, il vaut moins que moi. Bon, à 50 ans, ça serait compliqué d'avoir un enfant. J'en ai 30, il a moins que moi. Il vaut moins que moi. Sa vie a moins de valeur que moi. Il sait, il a moins de connaissances que moi, peut-être. Mais il a plus de ressenti que moi et plus de connexion que moi, parce que son endoctrinement est encore faible, alors que le mien bat son plein. Tout dépend de l'angle sous lequel on regarde, comme d'habitude. C'est l'angle qui va donner la valeur, qui va porter un jugement. Parce que la valeur, elle est toujours là. Hein. La vie, c'est la vie. Donc la première chose que nous donnons à nos enfants, c'est un sentiment d'infériorité. Ok. Eh ben moi, je ne sais pas vous, mais si déjà, je nais, on me dit tu n'as pas de valeur, tu es moins que, et il faut que tu changes pour en acquérir, il faut que tu deviennes comme on le veut, que tu suives un certain nombre de principes, référence à la semaine dernière, principes et de lois, pour que tu acquières de la valeur en devenant quelqu'un de bien, c'est-à-dire quelqu'un qui suive ce modèle que nous t'imposons. Il y a des sociétés où se moucher, au Japon par exemple, ouais, c'est ça. Au Japon, se moucher est absolument révoltant. On garde ces microbes, on ne les donne pas aux autres, on ne les met pas à l'air en se mouchant. C'est d'une grossièreté innommable là-bas. Ici, en France, quand on renifle, c'est dégoûtant. Tout est culturel, ok ? Eh bien, on va formater les gens dans une façon de faire en se disant que c'est la bonne, comme d'habitude, la vérité, bien sûr, il n'y a qu'une vérité, on le sait bien maintenant. Et donc, on va être formaté. Je vais vouloir, moi enfant, devenir ce modèle
cette personne bien. Pourquoi? Parce que papa et maman vont m'apprendre une deuxième loi très vite qui est que si c'est bien, tu vas être récompensé, on va t'aimer. Si c'est mal, on va te priver de notre amour, tu vas être puni. Mais puni de quoi? Surtout de notre absence d'amour, parce qu'un papa, une maman en colère, ça ne donne pas d'amour. Une maman et un papa qui sont contents, leur cœur rayonne. Quels que soient les mots qu'on met derrière, énergétiquement, le chakra du cœur s'ouvre, se ferme par rapport à la relation. Et donc moi enfant, je sens très très vite, si je plais pas à papa et maman, leur cœur se ferme, je ne reçois plus d'amour. Ce qui n'est pas très grave, parce que moi je m'aime. Oui, mais troisième règle, on va m'apprendre que c'est mal d'être égoïste. C'est-à-dire que c'est mal de penser à soi, c'est mal d'avoir envie de se faire du bien, c'est mal de s'aimer soi-même. On va nous apprendre qu'il faut penser aux autres d'abord, avant tout, pas à nous. La cinquième règle, par-dessus tout ça, ça va être la souffrance fait partie de la vie et est nécessaire. C'est normal et nécessaire de souffrir. Je n'explique pas plus chacune de ces règles là maintenant, parce que sinon ça prendrait effectivement des heures. Enfin des heures. Tout dépend du degré de précision, mais ça prendrait plus de temps. Je vous les balance et puis on en reparlera si vous le souhaitez. Ou à la conférence. Mais la souffrance fait partie de la vie. La différence entre une activité ludique et un travail, c'est quoi? C'est l'argent? Oui, mais pas que. C'est aussi la souffrance que l'on met dedans. Un travail sérieux, c'est un travail où on travaille dur. Pour réussir, il faut travailler dur. À l'école, qu'est-ce qu'on dit à nos enfants? Il faut travailler dur. Il faut se donner. L'exemple de notre société moderne, c'est un sportif qui se fait du mal. Pour atteindre un objectif, pour gagner 3/10 de seconde, il va souffrir, souffrir, souffrir. Waouh, quel homme, quelle femme, quel exemple, modèle de souffrance. Je m'arrête là. Avec ces 5 règles, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient quelqu'un qui se force à souffrir, c'est-à-dire vous, qui se force à souffrir, qui fait passer les autres avant lui. Et qu'est-ce que ça génère, ça, ces deux choses-là? Rien que ça. Je me force à souffrir, je fais passer les autres avant moi. Et bien ça génère beaucoup de souffrance. En moi, je sens qu'il y a de la souffrance. Et pourquoi je souffre? Pour recevoir de l'amour de mes parents, de mes amis, de ma famille. Et il y a un paradoxe en moi qui se crée, une déchirure entre ma souffrance, celle que je me fais réellement, à l'instant, et cette promesse d'un amour que je vais recevoir dans le futur. C'est toujours dans le futur. Et je vis avec ça. Mais ma souffrance, dans ma réalité, elle est intolérable. Et plus je grandis, plus elle est intolérable. Alors je vais mettre un chapeau sur cette souffrance. Je vais me couper de mon ressenti. Et quand je me coupe de mon ressenti, les effets dans mon corps sont une raideur de plus en plus grande, une rigidité aussi, je suis moins souple, je suis moins fluide, une rigidité de pensée, je vais donc sur la vérité, le modèle. Et puis, comme je me coupe de mon ressenti, je me coupe aussi de ma connexion. Et plus je souffre, plus je me coupe, et plus je me coupe, plus je me sens seule. Ce problème de solitude n'est pas un problème de solitude en soi. Parce que la solitude, ça n'existe pas. Montrez-moi une solitude. Montrez-moi une absence de quelque chose. Ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Le vide, le manque, l'absence, qu'est-ce que c'est? Très très important, il faudrait vraiment que je fasse ça. Je pense que j'apprendrai beaucoup de choses aussi. Mais cette histoire de solitude n'a pas de fondement dans la réalité. C'est un sentiment intérieur qui correspond à la coupure de l'énergie d'amour qui vient de ma source. Je me coupe moi-même de l'énergie d'amour. Donc je me sens en manque, seule,
coupé, isolé, triste. Nous avons tous ces sentiments en nous, en permanence, à des degrés plus ou moins grands, suivant la coupure, la force du chapeau que nous avons mis sur notre cœur. Et tout ça, ça génère de la peur. Pourquoi? Parce que comme je me suis coupée de la seule chose qui me donne de l'amour inconditionnel, eh ben je dépends des autres. Et ça génère de la peur. Et quand je ne vois plus de gens autour de moi, je rentre dans la peur de perdre ma source d'énergie. Et je vis le fait de ne plus être entourée de corps comme de la souffrance. Mais en fait, c'est cette coupure à soi-même, cette suppression de cette connexion, le fait de ne plus vouloir voir notre propre souffrance intérieure. Comment on sort de là? Eh bien, on arrête de souffrir. Vous attendez les paroles miracles, mais c'est tout simple. On arrête de souffrir, on arrête de vouloir passer la souffrance au premier plan. Et on commence à s'intéresser à soi, se connecter à soi, son ressenti, comment je vais, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je veux, de quoi j'ai besoin. On se regarde le nombril. Est-ce que ça veut dire qu'on n'aime plus les autres? Je ne vais pas rentrer là-dedans, ça a été déjà traité dans d'autres vidéos. Est-ce que s'aimer c'est mal? Est-ce qu'aimer c'est mal? Ça n'a pas de sens. Je vais m'arrêter là, 17 minutes. Je suis dans les temps habituels. Je crois que quoi que je fasse, de toute façon, je suis réglée entre 15 et 20 minutes, même si je veux faire moins. Donc je vais plutôt accepter la réalité que je fais des vidéos entre 15 et 20 minutes, plutôt que de vouloir être différente pour plaire à des personnes qui ne veulent pas regarder 20 minutes. Voilà. Moi, je suis entre 15 et 20. Donc c'est juste d'arrêter de vouloir changer ma réalité pour m'adapter à d'autres personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Et là j'en prends conscience quand même. Je l'avais jamais mis en mots. Et qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir dire... C'est pas que je dis crotte aux gens qui veulent des vidéos plus courtes. C'est simplement que moi je suis réglée pour fonctionner comme ça. Entre 15 et 20. Puis ça fluctue un peu. Puis voilà, c'est comme ça, c'est ma réalité. Donc après, les gens, ça résonne ou pas, et s'il n'y a plus personne qui regarde les vidéos, voilà, tant pis. Mais en tout cas, je ne me sens pas seule là en cette seconde. Au contraire, j'ai le cœur qui vibre, parce que je suis juste avec moi-même. Vous voyez, c'est ça aussi. Je suis juste, je fais des vidéos de temps, et je l'accepte. Et en acceptant le fait que je sois comme ça, la source se remet à couler. Et il y a beaucoup de joie dans mon cœur. Et il n'y a aucune solitude. Et il n'y a pas de peur que je me retrouve toute seule à faire ma vidéo avec personne qui regarde. C'est pas grave. L'important c'est que moi, dans mon cœur, je kiffe le fait de faire des vidéos. C'est génial, non? Voilà. Voilà pour cette notion de solitude. Donc, en résumé et en conclusion, la solitude n'existe pas. La solitude, c'est juste le constat que vous vous êtes coupé de vous-même. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous souhaite une bonne année. Puisqu'au moment où j'enregistre, nous sommes toujours le 20 décembre. Mais au moment où vous regarderez, je crois qu'on aura passé janvier. Donc je vous souhaite une très belle année 2019. Pleine de belles choses. 2019, c'est une année 3. C'est une année de rayonnement, c'est une année de communication, c'est une année artistique. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre pour moi dans le 3 de 1 plus 2, moi plus les autres, et on arrive à quelque chose au-dessus. Par le rayonnement, soyons qui nous sommes, laissons-nous être, vibrer qui nous sommes, et il y a des belles choses qui vont se faire en cette année 2019. Voilà, très belle année à tous. À la semaine prochaine. Au revoir.